bienvenue à tous. Première session de la journée, j'espère que vous êtes chaud patate, super motivé, vous avez bu votre café, vous avez toute l'énergie qu'il faut pour ce Power 365. Moi, j'ai ces slides de sponsors à présenter. J'avoue que je ne connais pas énormément de monde, à part Wasabi, parce qu'il y a 2 personnes qui sont ici, qui travaillent plus chez Tris, avec qui j'ai travaillé à l'époque, à qui je dois énormément, parce qu'ils m'ont initié aux technologies Microsoft BI, tout ce qui est Power BI, donc je leur dois énormément. Je ne travaille plus en France, mais j'ai travaillé avec, enfin, en même temps que eux, parce qu'on était chez le même client. Et je leur dois beaucoup. Voilà. Et le Club Power BI également, pour qui je collabore pour la partie Club Power BI Bruxelles. Vous avez une session vendredi prochain sur la modélisation de données avec Isabelle Van Koppenhout, ceux qui connaissent. Voilà. Petite description de moi-même, parce que je suis un peu mégalomane. Je m'appelle Arnaud Gastelblum, un nom un peu chantant. Vous pouvez vous connecter sur LinkedIn, sur Twitter. Moi, je ne suis pas hyper actif sur Twitter, mais on ne sait jamais. Peut-être que vous le serez et que vous pourrez me motiver à tweeter plus. Sur LinkedIn, un peu plus. Je suis Microsoft Data Platform Consultant. C'est un beau mot juste pour dire que je suis consultant, que je vais de client en client. Je suis indépendant. Je travaille tout ce qui est autour de la donnée avec les technologies Microsoft. À la base, je suis vraiment hyper techos. J'étais développeur C#, j'ai fait du Java, j'ai fait du Perl, j'ai fait du PHP, énormément de trucs. J'ai même fait du COBOL et du Fortran, mais j'essaie de l'oublier. Mais ça, c'est à l'école. Et petit à petit, je me suis mis sur les bases de données qu'on utilisait, sur lesquelles on se connectait, qui étaient SQL Server et toutes les technologies. Tout va bien? Vas-y. Toutes les technologies BI avec SSIS, Analysis Services, et dernièrement, ça fait 4-5 ans maintenant sur Power BI qui m'a réconcilié avec la partie un peu plus business des utilisateurs. Je suis belge, je viens de Charleroi, je travaille, vous l'entendez à mon accent super chantain du sud de la Belgique. J'habitais Charleroi, maintenant j'habite Moucron, donc c'est vraiment, pour ceux qui habitent la région, j'habite à côté de Tourcoing, à côté de la frontière. Mais je travaille à Bruxelles, donc j'ai pas mal de distance. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai travaillé à Lille avec ces 2 messieurs. Je suis un peu français parce que j'ai travaillé 8 ans en France, voilà, et je parle français parce qu'en Belgique, on a des francophones, des néerlandophones, des germanophones. Moi, je suis de la partie francophone. Vous pouvez regarder mon site, lesdisney.net, j'y ajoute quelques articles. Je ne suis pas hyper actif, mais encore une fois, c'est comme Twitter, j'essaie de l'être. Je suis papa de 2 horribles monstres, Pauline, Antoine, 9 ans et bientôt 6 ans. C'est important de le dire, voilà, j'ai une vie en dehors de tout ça, malgré tout. Et j'ai une deuxième passion qui est la même que Arnaud, là, juste à côté, qui est la course à pied. Alors, je ne suis pas un champion, j'adore ça. J'ai 2 révélations dans ma vie, c'est mon boulot, ma famille aussi. Mais ça va tellement de soi. J'adore mon boulot, c'est une passion. Donc, tout ce qui est Power BI, voilà, je kiffe vraiment ça. Et la course à pied, j'ai découvert ça aussi en même temps que Power BI, il y a 5-6 ans. J'étais vraiment nul niveau sport, je ne faisais rien du tout, à part faire des gros apéros qui s'éternisent, prendre du poids. Mais la course à pied, c'était vraiment une grosse révélation. Et je ne suis pas là pour vous parler de course à pied, mais si ça peut changer votre vie, franchement, regardez-y un peu plus en détail. J'y courais 1 minute, je marchais 1 minute, je courais 1 minute, et voilà, c'était vraiment enfin, étape par étape. Puis après, pour finir, j'ai fait 4 marathons super lentement, mais ça m'a donné des objectifs pour avancer tant au boulot, dans la vie de famille qu'avec les amis. Voilà, je me sens vraiment mieux grâce à la course à pied. C'est pas le but de la discussion, mais c'est important de pouvoir faire l'évangélisation sur le bien-être. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Une bonne question. Mais je vais essayer de vous parler, vous êtes tous suspicieux, je vais essayer de vous parler du moteur qui se cache derrière Power BI. Alors, c'est une session un peu technique. Il y a à apprendre à manger. Je n'ai pas non plus la science infuse sur le moteur. C'est sur base de pas mal de lectures. Mais l'idée derrière, c'est de vous montrer qu'il y a moyen de l'apprivoiser et de comprendre. Alors, je ne suis pas dompteur non plus, mais il y a moyen de voir, avec quelques petites optimisations, de comprendre comment les données sont stockées et comment on va pouvoir optimiser nos modèles et les rendre plus rapides, moins gros, moins volumineux. Et ça, c'est super important parce qu'on a tous envie de ça, c'est de briller à la machine à café, d'avoir 2-3 sujets avec vos collègues et de faire croire aux gens qu'on est plus malin que très important. Et c'est le but ici, il y a à apprendre et à laisser. Il ne faut pas tout retenir, mais ça fait partie de notre culture autour de Power BI. La vraie raison n'est pas de briller à la machine à café uniquement.
La vraie raison, c'est que beaucoup de mes clients, et moi-même, je me suis posé la question, lorsqu'on fait un rapport Power BI, on charge des données. Et j'avais un client qui avait un fichier, alors je ne sais plus la taille de son fichier CSV, malheureusement c'était des fichiers CSV, il le chargeait dans son Power BI et il était étonné déjà de la compression, il se rendait compte, tiens, j'ai 500 mégas de fichiers CSV et je me retrouve avec un Power BI qui fait peut-être 150 mégas. C'est tout se poser la question, on s'est dit, waouh, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie, tout rentre dedans, tout va bien. Mais il se dit, si plus tard je vais continuer à avoir des ventes, je vais continuer à avoir des clients, je vais avoir plus de données, les gens de la comptabilité vont vouloir un module en plus, ils vont ajouter des données dans un an. Qu'est-ce qu'on va avoir en termes de données, en termes de size? Je suis un peu Jean-Claude Van Damme en temps belge, je dis des mots anglais, donc ne vous étonnez pas. En termes de size, en termes de volume, qu'est-ce que ça va donner en termes de... Voilà, est-ce qu'on va dépasser ce fameux giga? Est-ce qu'on va devoir passer sur du Power BI Premium? Si c'est le cas, ça a un coût. Ça peut être aussi avoir des impacts au niveau de la société. Est-ce qu'on va devoir changer quelque chose? Est-ce qu'on va avoir morcelé nos rapports en fonction de cette taille? Et derrière, pour comprendre ce qu'il fait avec nos données, c'est un peu une black box. On ne sait pas ce qui se passe. On peut le supposer, on peut le deviner, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous avez vu, je vous ai mis des animations, j'ai donné le maximum de moi-même. Qu'est-ce qui se cache derrière Power BI? Et ça, le but n'est pas de tout comprendre, mais lorsque vous êtes fier et que vous faites vos rapports, ici, ça marche moins bien. Ici, vous avez vos fichiers Excel, vos fichiers CSV, des bases de données SQL Server, vous allez pouvoir charger pas mal de sources, vous êtes super fier de ce que vous avez, vous les chargez dans votre Power BI, ici. Votre Power BI va vous permettre de faire, avec le Power Query, de faire de l'extraction, de la transformation, et les charger dans votre data model, juste au milieu. Donc, le fameux ETL, pour ceux qui connaissent, ETL, Extraction Transformation, et l'autre. Et derrière, vous êtes des artistes, vous faites vos visualisations sur votre modèle. Au-dessus de ça, vous avez vos DAX, voilà. Je vous explique Power BI si vous ne connaissez pas. Mais l'idée, oui, tout va bien? Voilà, l'idée étant de charger tout ça dans le Power BI. Quand on ouvre un Power BI, et si vous allez voir dans le Task Manager, je ne sais pas le nom en français, mais quand vous faites CTRL-ALT-DELETE, vous avez le Task Manager. Si vous allez voir le process qui se cache derrière Microsoft Power BI, si vous avez été déjà un peu curieux, parce qu'il y a déjà des gens qui regardaient qui sont curieux, vous êtes tous curieux, c'est génial. Non, en fait, tout dit quoi. Mais vous avez une multitude de sous-process. Et je crois qu'on ne les voyait pas avant avec les anciens Windows. Depuis Windows 7, on peut voir les sous-process. C'est assez intéressant. Et on a plusieurs sous-process certains ne se sont jamais posé la question, mais c'est intéressant de le savoir. Le premier sous-process, c'est Power BI Desktop. Ici, il s'appelle Untitled parce que je n'ai pas nommé mon fichier Power BI. S'il s'appelait Tartampion, ça serait Tartampion. Power BI Desktop, qui lui est le maître qui va lancer tous les autres sous-process à la demande. Et donc lui déjà prendre du CPU, prendre du processeur et prendre la mémoire. Après, vous avez une multitude de sous-process. Vous avez le Microsoft Mashup Evaluation Container, qui lui est la partie Power Query, donc la partie transformation, qui est toujours à l'écoute. Lorsque vous faites quand vous faites votre rapport, vous allez alimenter les données, c'est ce process-là qui va l'effectuer. Bon. Jusque-là, ça va nous servir à rien pour la formation, pour la session, mais bon, l'idée est de voir ce nom-là, à quoi ça sert. Et vous avez une multitude de process qui s'appelle C# Browser Subprocess. Le CEF, c'est un acronyme pour Chromium Embedded Framework, qui est, pour ceux qui le connaissent, vous connaissez le navigateur Chrome, vous connaissez Edge, la dernière version de Edge, qui utilise Chromium, c'est le moteur qui permet de transformer les pages web et de vous les restituer. Ce n'est pas un serveur web, mais tout comme, qui permet de les restituer. Power BI, ça paraît, Power BI Desktop, on dirait que c'est une interface comme Excel ou comme tout un... Mais il faut savoir que ce n'est pas du WinForm, c'est une interface web derrière qui se cache derrière une application exécutable. Et derrière, les développeurs de Power BI utilisent donc vos composants. Quand vous avez le menu filter, vous avez les composants que vous choisissez, le ribbon, le ruban au-dessus, et tous ces menus-là, en fait, ce sont des menus de type web. Et pour gérer ces menus-là, c'est les sous-process CEF Sharp qui utilisent ce fameux Chromium pour les rendus
Voilà. Vos visuels aussi sont rendus de cette manière-là. C'est pour ça qu'à mon avis, les développeurs ont assez facile avec la version cloud. Quand vous pouvez modifier directement l'interface. Ils l'ont pas redéveloppé, à mon avis. Ils ont juste repris les mêmes process. Du coup, on arrive à avoir les mêmes trucs. Sauf qu'on a des limitations dans la version cloud qu'on n'a pas dans Power BI Desktop. Et là où je veux vous emmener, parce que c'est super important. Alors, je ne sais pas qui a un background plus TechCos, qui a déjà fait du SQL Server, qui forcément a fait Integration Services et Analysis Services. Donc, vous êtes plutôt venu du monde, j'aime bien créer le monde comme ça, j'aime bien séparer les gens, mais vous êtes plus venu du monde business, je ne sais pas comment on dit, métier, comme vous dites. Voilà. Mais ceux qui font du Power BI, vous pouvez l'ajouter sur votre CV, vous faites déjà de l'analysis services tabular. Un mot que vous avez déjà entendu, parce qu'avec ça, ça pète sur le CV. Vous êtes déjà des gros techos, vous faites de l'analysis services. Et qu'est-ce que analysis services? On le voit ici, est-ce que le serveur, ce process s'affiche des fois, il ne s'affiche pas, mais ce process va en fait prendre énormément de mémoire. Ici, on le voit, parce que dans mon cas, il prend énormément de mémoire parce que j'ai monté un fichier CSV juste pour l'exemple qui contient pas mal de données. Toutes ces données sont stockées dans la mémoire de ma machine sur ce process-là. Donc, en gros, Analysis Services, c'est la base de données de type columnar, de type cube, qui va stocker vos données et qui va vous les restituer, vous permettre de faire, quand vous faites du DAX, quand vous faites un filtre, quand vous faites une recherche, vous allez interroger ce serveur-là. Et ça, c'est le plus important. Il a deux spécificités. Ce que je viens de dire, donc in memory, c'est qu'il est en mémoire. Juste, on n'est pas là pour non plus faire des cours d'informatique super poussés, parce que moi-même, je ne suis pas un grand génie de l'ordinateur et de l'infrastructure, mais les données sont stockées dans la mémoire de votre RAM et pas sur le disque dur. Donc, quand vous avez vos fichiers PBX, le gros fichier que vous allez peut-être envoyer, vous allez les publier sur le cloud, le fichier que vous allez mettre sur une vieille disquette ou ce genre de truc, eh bien, lui, vous allez le stocker sur votre disque dur. Disque dur qui peut être un vieux disque dur avec une tête de lecture ou un SSD qui est un peu plus rapide, qui est de la mémoire flash. Mais si vous avez accès à votre Power BI et quand vous le chargez, le fichier, la base de données est montée dans la RAM, dans la mémoire de votre ordinateur. Ça a deux avantages, c'est que c'est pas ça un avantage, c'est que c'est vraiment, vraiment plus rapide en termes de lecture. On n'a plus cette tête de lecture à lire, on n'a plus cette mémoire flash qui prend beaucoup plus de temps. C'est vraiment plus vite disponible au CPU. Quand vous faites une demande de calcul, il va tout de suite aller chercher l'information. Donc c'est in memory, c'est très important de le savoir. C'est donc pour ça que il est conseillé d'avoir au minimum 8 gigas sur vos machines, enfin, c'est ce que je conseille, donc 4 gigas étant vraiment peu, mais 8 gigas, 16 étant vraiment mieux, 32 encore mieux. Ça dépend les données que vous gérez derrière. Je ne sais pas si vous êtes bien loti ou pas, hein, ça. Vous verrez avec vos managers ou avec votre bourse. La compression. La compression, c'est pour moi quelque chose qui est super important avec Power BI, c'est que derrière vos données, elles sont compressées, non pas pour avoir des petits fichiers uniquement, mais aussi pour avoir accès à ces données plus rapidement. On a moins de données à lire parce qu'on sait les adresser plus rapidement grâce à cette compression. Et le but de la session ici, c'est vous parler un petit peu de cette compression. J'en avais déjà parlé dans une autre session, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec la modélisation. Je vais juste expliquer dans la base de données SQL Server. La base de données, une base de données SQL Server, une base de données normale, si on n'a pas mis d'index, si on n'a pas mis de cluster column star index non plus, mais juste une base de données de type heap, où on stocke la donnée et on la laisse telle qu'elle. Si on venait à demander la somme des ventes pour la France, donc ici on a un tableau de ventes, si on demandait la somme des ventes pour la France, eh bien le système s'amuserait, et encore une fois sans index, s'amuserait à lire ligne par ligne et s'arrêterait au niveau du pays France pour reprendre le sales amount et il le mettrait comme ça dans sa pile pour ensuite, par la suite, l'interpréter, enfin le calculer et arriver au montant désiré. Power BI, et en l'occurrence Analysis Services, le truc que vous avez ajouté sur votre CV juste avant, fonctionne différemment. C'est un columnar qui va aller, stocker les données sous forme de colonne. Et tout ça, c'est important parce que derrière, tout ce qui va être compression va s'appliquer au niveau de la colonne uniquement et pas au niveau ligne. Il va
Dans notre cas, c'est pareil, tout par colonne. Et on va faire la même demande sur la somme des montants pour la France, il va vous lire la colonne pays, s'arrêter au bon pays en fonction de votre filtre et directement se rendre sur la colonne adjacente, le siège Samand, sans devoir lire le reste. Donc, il gagne déjà en temps de lecture par rapport à une base de données normale pour laquelle on n'a pas créé d'index, je précise, parce que sinon, si on crée des index, forcément, bah, il va avoir le même genre de... Enfin, il aura des subsets de données qui va permettre d'adresser plus facilement. Mais vu que nous, on fait du self-service, on n'est pas censé mettre des index sur toutes les colonnes. Donc, on ne sait pas si un utilisateur va demander un fil sur la France, et peut-être qu'il va demander sur la ville, puis peut-être demander sur 3-4 autres attributs qui se trouvent dans d'autres tables. Peut-être que demain, il va changer. Donc, au final, on ne peut pas mettre des index partout. Ici, il le fait de manière différente. Sauf pour ceux qui utilisent des clusters comme Star Index déjà sur vos bases de données SQL Server Enterprise. Les méthodes de compression, il y en a 3. Bon, les noms sont super beaux. Le but, c'est juste de voir un petit peu comment les données sont compressées pour qu'elles prennent moins de place en mémoire. La première méthode, c'est le value coding. Si on a un exemple, et c'est vraiment un exemple pour, je ne vais pas dire démocratiser, mais pour banaliser, enfin, pour rendre l'exemple concret, si on a par exemple une table client avec la table, un champ de type fidélité, point de fidélité, si chaque client a un point de fidélité, le système va automatiquement, pour stocker les données dans la partie, il va stocker cette partie-là, il ne va pas stocker cette partie-ci. Parce qu'il va chercher dans la table la valeur minimum qu'il va rencontrer, il se fait que c'est 200, et lorsqu'il aura 200, il va pouvoir, pour chaque ligne, juste stocker la différence, le delta entre ce fameux 200 et, par exemple, donc la ligne ici, si on a 250 points pour le client 1, il va soustraire ce fameux 200, qui est la valeur minimale, et il va stocker uniquement 50. Alors, ça paraît complètement cucu, on se dit, il ne gagne rien du tout, mais j'invente. Mais si on est peut-être sur un integer qui va prendre 4 bits en mémoire, c'est bits aussi en français, qui prend 4 bits en mémoire, on va peut-être être sur un small int qui va en prendre que 2. J'invente dans ce cas-ci, mais peut-être qu'on va diminuer donc l'allocation mémoire par 2 dans ce cas-ci. Et ça peut être encore pire, ça peut être encore mieux. Là c'est vraiment intéressant. Mais c'est le système qui le fait. Donc, nous, on n'a pas le droit de dire, tiens, voilà, cette colonne-là, j'aimerais bien que tu la compresses de telle manière. Il le fait de manière intelligente lorsque vous faites un refresh de votre, ou un process de votre cube, ou un refresh de votre dataset. Il le réalise. Regarde là. Une autre manière de compresser, c'est le dictionary encoding. Il va créer, admettons, on a toujours cette table client avec 100 000 clients. Vous avez 100 000 clients et vous êtes basé en France. Les clients sont basés, les 80%, 90% sont basés en France. Vous avez des frontaliers en Belgique, vous avez peut-être des Italiens, des Allemands, des Luxembourgeois, mais grosso modo, les gens viennent tous de France dans votre base de données. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que plutôt que de stocker chaque fois Belgium, 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 France, 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 avec tous les octets par caractère qui risque de prendre ça sur la mémoire, il va juste reprendre des valeurs distinctes, il va faire une espèce de values, comme un distinct en SQL, il va aller vous faire une table de référence, il va aller un peu floconner, si c'est un mot qui vous parle, il va aller un peu floconner le modèle sur cette colonne et vous créer une table de référentiel, un dictionnaire pour lequel il va créer ce qu'on appelle une surrogate key, donc une clé qui va remplacer ce fameux long, cette longue valeur de type string, là, varchar, et il va aller remplacer toute votre colonne par ces références. Donc, il va stocker un small int ou un integer, il va stocker une donnée beaucoup plus petite par rapport à cette donnée initiale. Et ça, c'est... Bah, il y a plusieurs écoles, mais c'est une introduction pour vous dire de ne pas... Moi, personnellement, je suis fanatique et je sais qu'il y a peut-être d'autres personnes qui pensent différemment. Je me suis déjà un peu battu, enfin, c'était soft, hein, avec des collègues, mais sur le Star Schema. Je suis un pro du Star Schema, et j'essaie de ne pas floconner. J'essaie de ne pas avoir des tables de référence derrière. Et c'est un peu la maladie que les gens ont, c'est qu'ils ont un système source où on a une table où on a par exemple les genders, parce que les développeurs C# qui ont fait l'application web ont laissé une Dropbox, une liste
sur le gender. Voilà, vous avez le choix, 3 genders, admettons, et des pays, vous avez le choix entre 10 pays. Donc, du coup, vous avez cette table de référence et vous les rattachez par la suite dans votre modèle. Moi, j'ai tendance à, enfin, j'ai tendance, non, j'essaie de regrouper le tout dans ma dimension, dans ma table, pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus simple pour l'utilisateur que d'avoir une table à part country, du genre client country, où il y a un champ, ça n'a pas d'intérêt personnel. Et en plus, et ça c'est ce que Microsoft dit, en plus, il va le faire pour vous. Il va le faire pour vous. Il va faire cette fameuse table. D'un point de vue performance, il va la créer et il le crée mieux que vous. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'ils disent. Pourquoi il le crée mieux que vous, que nous? C'est que cette relation que vous allez créer, elle va coûter. La relation entre les tables, elle va coûter. Je ne sais pas pourquoi eux, ils créent aussi une relation, mais elle coûte moins. Voilà, c'est juste notre relation coûte. En plus, ben, elle coûte aussi en syntaxe DAX. Si vous faites une colonne, vous devez faire un related. Si vous faites, faites pas les colonnes calculées, je ne conseille pas. Mais si vous faites du DAX, il faut aussi changer dans vos mesures, il faut changer un peu la logique. Donc, si vous pouvez, ne pas reprendre la logique d'un vieux DBA, de floconner vos modèles, essayez de les garder compressés au sein de votre dimension, ça sera plus simple et plus clair pour tout le monde et logiquement plus performant. Voilà, ça c'est mon avis. Après, il y a différentes écoles, j'ai pas envie de. Je vois que personne n'a l'air de contredire, donc je sais qu'Olivier il est de temps en temps un petit peu à houspiller les gens, mais ça va, là, il a l'air d'accord. Dernière, mais il y en a d'autres, il y a d'autres manières de compresser. Celle-ci, c'est le run-length encoding, qui est toujours pour cette colonne. C'est un exemple, encore une fois, pour la colonne pays. Vous avez sur les 4 premières positions, vous avez la Belgique, ensuite la France et l'Italie. Il va s'assurer de pouvoir sortir, de pouvoir trier cette colonne et de vous créer un référentiel comme une table des matières en Belgique et commence à la première position et va se terminer après 4 positions. France commence à la 5e position et compte sur 2 lignes et ainsi de suite. Du coup, ça lui permet d'adresser plus facilement lorsqu'on va demander un filtre tout à l'heure sur France, il va pouvoir déjà filtrer sans devoir lire toute la table comme une base de données, sans devoir lire toute la colonne. Il va vous créer ce référentiel où il va juste dire, bah oui, mes clients, c'est 5, c'est ces gens-là. Donc, je peux vous prendre l'ID de mon client et puis je peux aller chercher leur vente, admettons. Donc, c'est comme ça qu'il arrive à optimiser tout. Je vois qu'il y a une question. Pourquoi alors préférer le modèle star schema au modèle fast table? Oui, oui, c'est une bonne question. Et je me l'étais dit que j'allais dire. Donc, je ne suis pas du tout pour le floconnage, pour la normalisation à l'extrême de votre modèle, mais il faut aussi ne pas tout mettre dans une. Je sais que les utilisateurs Tableau font ça. Ils aiment bien, parce que, à mon avis, ils n'ont pas un moteur aussi performant que sur Power BI, mais bon, ça, il ne faut pas rentrer dans le débat non plus, même si déjà, il faut chier avec des gens aussi. Mais il ne faut pas non plus rentrer dans le délire de tout mettre au sein d'une même table. Parce que ça, niveau performance, bah, ça pourra peut-être être bénéfique si on a peu de colonnes. Si on en a beaucoup, bah, ça va devenir complètement, ça va devenir trop gros, il y aura trop de colonnes, on va se retrouver avec un tableau immense. Pour les utilisateurs, c'est pas pratique. Pour les utilisateurs, on se retrouve avec toutes les données dans un même dataset. C'est pas morcelé, c'est pas pratique. Et en plus, surtout, c'est que c'est pas réutilisable. Parce qu'un star schema, c'est pas un data mart, pour ceux qui connaissent, c'est pas uniquement une table de fait avec les tables autour. On peut supposer que si on a les ventes pour un produit, pour un client dans un magasin, on aura peut-être aussi les stocks pour un produit, pour un magasin. Forcément pas pour un client, sauf si on peut la retracer. Mais la réutilisation de dimensions est importante et intéressante pour pouvoir justement croiser ces informations-là. Donc, pour moi, le star schema est important pour ça. Si on veut compléter son modèle en ayant plusieurs tables de fait, il faut passer au minimum sur des dimensions qui peuvent encapsuler les besoins des utilisateurs. Voilà. Et d'un point de vue performance, bah là, je pense, peut-être à tort, mais j'imagine que ça peut être performant si on n'a que quelques colonnes de garder le même. Et encore, voilà. Après, voilà. Runlength encoding, du coup, là, ce que tu montres, ça présuppose qu'il y a eu une opération de tri sur les enregistrements Oui. avant. C'est ce que j'ai supposé. Alors, je ne suis pas développeur de chez Microsoft. Et justement, je suis un gros fumiste parce que, en fait, tout se trouve dans le bouquin de nos amis italiens. Et c'est ça que je voulais montrer. Mais j'ai essayé de vulgariser
leur chapitre. Oui, forcément, c'est la Bible. C'est le chapitre 13 chez eux. Donc, j'ai vulgarisé. Il y a d'autres manières de compresser. Je trouve ça intéressant. Voilà. Mais après, j'imagine qu'effectivement, tout doit être sorté. Mais ça n'oblige pas, à mon avis, c'est lui qui le fait, le sort. Ouais, je pense que c'est très cher d'ailleurs. le sort. Au moment du Oui. processing. Ok. Ouais, Bon, voilà. très cher. Voilà. Donc, je sais pas si. C'est un des secrets de la techno, en fait. C'est pour pouvoir faire le running sans coding. Il y a une grosse opération de sorting. Ok. Et c'est ça qui coûte cher. Ouais, Du coup. Bah, après, tu as vu le qui coûte résultat super aussi. cher et qui est du secret. Ok. Après, sur Analysis Services, j'imagine qu'il le fait au sein de partitions si on en a. Ici, je ne sais pas comment il le gère. Mais tu as vu le gain derrière, j'imagine, si tu demandes juste les ventes de la France, on se retrouve vraiment à pouvoir slicer facilement, à adresser directement les bons Donc, il y a clients. d'économie en mémoire. Hein. Oui. Parce que du coup, ce qu'il garde, c'est l'index. Oui, c'est ça. Et en plus, potentiellement, il a fait les compressions au préalable. Il n'a peut-être pas stocké Belgium, mais il a stocké il a stocké un 2. Il va essayer de combiner ce genre de trucs. Mais voilà, après, j'essaie de briller à la machine à café et en session, mais tout ça reste aussi très abstrait. Et bon, voilà. Je vous conseille vraiment d'aller. J'imagine que beaucoup de gens ont déjà ce bouquin-là. Il est un peu imbuvable, comme le DAX, on ne va pas se mentir. C'est que MDX était pire, donc forcément, quand on fait du DAX, j'ai détesté le MDX. J'ai vraiment pas. Je sais qu'on avait un champion là, mais sincèrement, ouais, je préfère le DAX. C'est beaucoup plus simple. Mais ça pique toujours. Voilà, c'est pas comme du C# ou du Java ou du SQL. Ou là, tu me fais du SQL, c'est comme si j'étais derrière un piano et que je m'amusais avec le DAX. Voilà, je cherche encore, j'ai un petit peu vu qui joue au piano, mais en fin de soirée, quoi, voilà. Mais ça fait une mélodie. Mais ça passe bien, voilà, il y a toujours moyen, tu oublies une virgule, après il te rajoute une parenthèse, tu sais pas où elle est, il y a un message d'erreur, bon, un peu difficile de briller à ce niveau-là. Je crois que c'est le cas de tout le monde, j'ai jamais vu personne qui pondait quelque chose de parfait. Ils vont faire une petite démo, j'ai tout prévu, il reste un quart d'heure. Hop. Je vous parlais tout à l'heure, alors j'ai pris le cas le plus... Oh, je vais faire ça, c'est que j'ai une mauvaise résolution. J'ai pris le cas le plus simple, j'ai pris un Power BI et j'ai fait un seul dataset que j'ai chargé, pas de star schema, on est d'accord, c'est juste pour montrer la compression, les données, et ce que vous pouvez faire derrière. C'est un mauvais exemple, mais c'est un exemple quand même pour notre cas. Ne faites pas ça chez vous ou chez vos clients, ça risque de vous brûler les doigts. Un CSV de 200 mégas que j'ai chargé dans un Power BI, on se retrouve avec un Power BI sur le disque dur, pas encore en mémoire, de 60 mégas. Donc là, la compression s'est opérée. Après, je ne sais pas quelles sont les autres compressions qu'ils peuvent réaliser dessus. Peut-être qu'ils font une vraie compression, un peu comme WinZip, un truc un petit peu aléatoire où ce n'est pas pour indexer les données. Je sais que c'est le PBX, c'est un zip. De toute façon, vous le renommez le PBX en zip et vous pouvez le décompresser. Derrière, il y a quelques fichiers. Certains sont codés. Maintenant, c'est du JSON, donc on arrive quand même à aller chercher les données. Voilà. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours le faire. Et si je vais... Sur les disques, ça ne fait pas la même taille qu'en mémoire. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'allais montrer. Et effectivement, en mémoire, ce n'est pas la même chose parce que il va... donc, je vais la retrouver ici. J'ai bien entendu pas le fameux Analysis Services. Ça, c'est la magie. Je vous disais, il apparaît des fois, il apparaît pas des fois. Peut-être qu'il y a une technique à réaliser pour l'afficher, mais peut-être qu'il faut que je le chauffe. Si je prends par exemple donc voilà mon Power BI avec le fameux dataset qui est moche et vilain, qui est juste un fichier CSV que j'ai chargé. C'est la liste des accidents. En plus, c'est pas super réjouissant. C'était juste pour casser le moral si vous étiez trop enjoué, parce que j'ai essayé de vous faire sourire. C'est sur la liste des accidents aux États-Unis. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet, sur Kaggle, si vous connaissez, c'est un truc de data scientist. Et c'était assez parlant. Il y avait pas mal de champs et je l'ai même diminué. Il fait 500 mégas à la base. J'ai pris que 200 mégas où je l'ai shrinké dans Notepad++. Si je prends les villes, donc pour chaque fois qu'il y a un accident, il mentionne les informations du genre latitude, longitude, à quelle heure, quand, quel type d'accident et les villes, voilà. La vitesse du vent, je ne sais pas si le policier s'amuse à faire ça, mais voilà. Peut-être que c'est sur un Raspberry Pi sur sa machine, sur son
sur sa voiture, j'imagine. Donc voilà, je vais essayer de chauffer. J'ai fait une mesure qui calcule le nombre de lignes et je me retrouve avec voilà, la liste du nombre d'accidents par ville. Voilà. Rien de foufou. Mais ça le fait. C'était juste pour voir si en chauffant, on allait voir quelque chose. Non, il n'a rien pris. Mais effectivement, on n'est plus sur la même allocation mémoire que ce qu'on a à la taille du fichier Power BI, parce que derrière, forcément, il va monter le tout dans la mémoire, il va décompresser les données qu'il a compressées au préalable, et il va aussi, à mon avis, créer peut-être des agrégations. Mais là, c'est de la supposition, comme Multidim faisait, si vous connaissez le fameux Multidim avec du DAX, qui m'a donné des boutons, qui était la version avant Tabular. Je sais qu'il y a des aficionados qui vendent ça encore à leurs clients. N'écoute plus. Voilà. L'idée derrière, c'est de vous parler de DAX Studio. Voilà. On ne va pas faire du DAX, mais est-ce que vous connaissez DAX Studio? Beaucoup de gens connaissent DAX Studio. Vous avez déjà... Non? Il y en a qui ne connaissent pas? Faut pas avoir peur. Ah bah super, au moins, voilà. Parce qu'ils ont l'air tous super... super connaisseur. En fait, DAX Studio, c'est un outil super qui permet de faire du DAX, comme le nom le dit bien, qui est gratuit et qui a été fait par nos deux amis italiens. Enfin, c'est pas eux qui l'ont fait, c'est quelqu'un de leur équipe, du sqlbi.com. Vous connaissez, donc c'est Marco Russo, Alberto Ferrari, ceux que j'ai montrés tout à l'heure, qui sont, on va dire, les références au niveau DAX. Cet outil, donc vous l'installez, et si vous avez la version de Power BI Desktop qui ne se connecte pas à la fameuse report server, peut-être certains ont report server, vous avez alors les external tools, qui est un lien ici, sinon vous ne l'avez pas avec cette version de Power BI Desktop pour le rapport on-premise, mais vous pouvez le démarrer ici, DAX Studio. Soit vous cliquez sur le lien dans l'external tools et ça vous ouvre directement DAX Studio branché, connecté à votre modèle Power BI, mais vous pouvez aussi ici, lorsque vous avez votre Power BI allumé, ouvert sur votre machine, vous pouvez vous connecter au dataset via ce truc-ci. Ou alors ici, bon, j'étais sur mon tabular serveur en local, ça marche aussi. Quitte à en parler, en fait, cet outil va vous permettre de lister toutes les tables. On va retrouver les mêmes tables et les mêmes champs que ce que l'on voit dans le Power BI, mais on voit aussi des tables qui sont grisées, les fameuses tables de date, pour ceux qui connaissent, qui sont créées automatiquement. Oui. Il reste 10 minutes. Ah ben, je crois que c'est bon. En fait. Super, merci. Ces fameuses tables de date qui sont créées automatiquement par Power BI, parce qu'on a une option qui est cochée ici dans le Power BI. Alors, j'ai la version en anglais. Option. Voilà. Voilà. Vous allez dans les options de votre Power BI, puis il faut aller dans les options du fichier. Vous allez dans Data Load, et là, vous avez une option ici qui va automatiquement créer les tables de date. On ne les voit pas dans le Power BI, c'est assez magique, mais elles sont derrière. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça sert à, lorsque vous avez demandé des fonctions en DAX du genre Time Intelligence, vous allez faire des comparatifs de trimestre, des comparatifs à date, des cumuls à date, ce genre de trucs, ou même juste afficher le nom du jour, et bien derrière, il va utiliser ces fameuses dates temporaires qui sont là, voilà, qui ne consomment pas grand-chose. Moi, je le laisse. Personnellement, j'ai toujours une dimension date pour mes tables de faits, et j'essaie justement de les faire pivoter et les faire joindre entre chaque fact pour qu'ils puissent comparer les ventes et les stocks peut-être sur le même quarter ou le même trimestre ou ce genre de truc. Voilà, ça permet, cet outil-là, vous connaissez tous, hein, mais bon, cet outil-là permet de faire du DAX. Ici, vous allez pouvoir faire, en faisant un evaluate, par exemple, un evaluate values de, tout à l'heure, on avait fait city, hop, vous allez pouvoir faire du DAX. Et peut-être un rapport SSRS dessus sur votre modèle. Hein. Si vous avez Power BI Premium, vous pouvez vous connecter dessus. Personnellement, je ne le fais pas, mais je sais que c'est quelque chose qu'on peut faire. Et vous allez retrouver votre résultat ici. Ça permet deux choses. Je ne voulais pas en parler parce que ça me fait très mal, mais ça permet de faire deux choses. La première, c'est d'exporter dans Excel. Ça me fait très mal, mais des fois, c'est demandé. Vous pouvez, avec le... je ne pensais pas en parler, mais dans Power BI, quand vous avez un visuel, vous pouvez aller dans je ne sais plus où ça se trouve,
mais vous pouvez voir les performances analyzer et vous allez pouvoir rafraîchir votre modèle ici, start recording, refresh. Parce que vous allez voir la table, vous avez ici la query DAX qui est générée. Vous pouvez la copier et la mettre dans votre modèle, dans votre DAX Studio et l'exécuter. Et ça va vous faire le même que ce que vous voyez dans votre visuel. Pas le truc à faire. Je l'ai fait une fois pour un client. Oui, parce qu'il voulait réutiliser ça dans une table et du coup, voilà. On n'est pas obligé de dire toutes les saletés qu'on a fait. C'en est une. Une autre chose qui peut être intéressante. Donc, il suffit de choisir ici l'output et on a le fichier Excel qui se met. Vous avez aussi le bouton Analyze in Excel qui est du même acabit, hein, qui permet, quand votre Power BI est ouvert sur votre machine, vous pouvez vous connecter dessus. Il va vous créer un pivot table, un tableau croisé dynamique, et vous allez pouvoir, bah ici j'avais pris les cités, les villes, et vous allez pouvoir remettre la mesure, parce que j'ai créé une mesure, donc l'office elle est là. Donc vous allez pouvoir faire à l'ancienne, si je puis dire, vous allez pouvoir faire un Excel branché dessus. Bon, vous fermez le Power BI, votre Excel est foutu parce qu'il est connecté à un port temporaire, et du coup, mais ça vous permet peut-être, si vous êtes plus à l'aise, de le faire. Donc, si vous n'avez pas de conscience professionnelle. Mais non, mais au moins, ça a le mérite d'exister. On a vu les métadatas avec tout ce qu'il y a dans votre modèle, avec les tables, les champs. Vous avez aussi l'onglet DMV. Je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais dans les DMV, c'est une succession de tables utilisées par le moteur Analysis Services, qui sont donc c'est les DMV, Dynamic Management Views, qui permettent effectivement de voir le contenu et l'état de votre serveur. Donc, vous pouvez voir la structure de votre table, la structure de vos colonnes, le data type qui est utilisé. Ça permet de faire une documentation si vous le voulez. Il y a aussi du PowerShell qui permet de le faire avec les connecteurs qui vont bien. Mais vous pouvez le faire ici également avec. Et là où c'est important, parce qu'on a vu toutes ces compressions, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a des vues ici qui permettent, et j'avais fait un exemple, ouais, il est là. Il est là. Vous avez quelques queries que vous pouvez faire qui vous permettent de lister, par exemple ici, la liste de tous mes champs, qui permet de lister la liste de tous mes champs et de les trier par taille. Voilà. Je sais que NTime, par exemple, est un des champs qui consomme le plus sur mon modèle. Et peut-être que ce n'est pas pertinent, justement, qu'il consomme autant par rapport à un autre qui peut-être D. Voilà. On pourrait se dire, bah, est-ce que c'est vraiment normal? Les DMV sont utilisés par si vous allez sur ce petit bouton dans Advanced, vous avez View Matrix, et c'est là où je veux en venir. Vraiment, c'est le fin fond de la session. Dans ce View Matrix, ils ont pré-mâché tout le travail pour nous. Et c'est ce que j'essaye d'utiliser. Le plus souvent, quand on me pose la question sur la taille des modèles, c'est de venir voir ici dans le View Matrix. Malheureusement, est-ce que c'est visible? Oui, ça passe. Oui. 5 minutes. Okay. 5. Ah, j'ai compris 5. Pardon? Non, 5. Et il ne prend pas des secondes. En plus, ça urge. L'idée ici, c'est de voir que, par exemple, la fameuse table US accident, et il n'y en a qu'une, les autres sont des tables qui ont été créées par Power BI, prend, je vais le dire à la belge, 99,6%, donc les 3/4, pas tout, mon modèle. Si vous avez plusieurs tables, vous pouvez localiser justement les tables qui sont les plus consommatrices sur votre modèle. Elles sont plus consommatrices, donc elles prennent plus de place, forcément. Après un an, votre modèle risque de grossir à cause de ces tables-là encore plus. Et en niveau performance, peut-être qu'il y a moyen de les shrinker, de les écraser pour avoir plus de performance sur vos expressions DAX. Si vous descendez ici sur la petite flèche, vous cliquez 2 fois, vous avez automatiquement la liste de tous les attributs de cette table qui sont ordonnés par la taille qu'ils prennent en mémoire. Et là, voir, j'ai fait le calcul, je crois qu'il y en a 1, 2, oui, il y en a 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 champs de cette table, et Dieu sait qu'il y a des champs dans cette table, qui prennent 80%, un peu plus de 80% de la taille de cette table. Et peut-être que ces champs-là, ils servent à rien. Parce que c'est toujours la maladie, c'est qu'on prend plein de champs et en fait, peut-être que ces champs-là ne sont pas pertinents dans le cadre de notre analyse. Et si vous voulez gagner 80% de votre modèle, vous pouvez les supprimer.
c'est pas toujours aussi vrai parce qu'à mon avis, il y en a qui sont utiles. Mais ici, pouvait se poser la question, et c'est pour ça que j'ai pris ce truc horrible des accidents. C'est que ces champs-là, les voici. C'est la date de fin, la date de début, les longitudes, latitudes, la longitude, latitude, enfin, voilà. On a déjà l'adresse de la rue qui se trouve ici. Le zip code, est-ce que c'est pertinent d'avoir la longitude, latitude parfaite? Non, parce qu'on arrive à faire un graphique. Si on agrège au-dessus, on n'a peut-être même pas besoin de ça. Donc, on pourrait supprimer au minimum ces champs-là. Et start time, end time, on peut supposer que l'accident il est quasi instantané. Donc, on n'a peut-être besoin que du jour et peut-être pas de la seconde précise. Et c'est ce que j'ai voulu montrer ici. Vous avez le champ cardinalité qui vous permet de voir dans votre modèle ce champ-là, à combien de fois de manière distincte il va se retrouver dans votre modèle. Et c'est ce qui fait la taille de votre colonne au sein de votre modèle, parce que la compression qu'on a vue tout à l'heure, si on a une compression comme pour les countries, on a vu qu'il y avait 3 countries dans mon exemple, eh bien, il va réussir à mettre une clé. Si vous avez ici 405 000 dates différentes, eh bien, il va faire le même truc, mais le gain sera minime, parce que les dates sont vraiment trop il y en a vraiment trop. Donc, du coup, la compression, elle ne s'appliquera pas correctement. Si on regarde cette date, et après c'est fini, pour aller boire un petit café avant l'autre session, si je regarde cette date, et que je ne le mets pas de ce format-là, encore ça que je voulais faire. Ah si, voilà, parce que c'était un peu lent. Si on regarde cette date, on a la date ici, mais on a également la précision heure, minute, seconde. En BI, bien souvent, sauf si vraiment vous en avez besoin, mais dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, moi je l'ai fait dans le Power Query ici, c'est que j'ai typé, au lieu d'un date time, j'ai pris un date, ce qui a limité la précision, et je me retrouve uniquement avec un champ de type date. Voilà, je l'ai appelé date only, où maintenant je n'ai plus la précision qui va derrière. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la compression qui va appliquer dessus? Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, parce que c'est magique. Si je trie sur base du nom, c'est pas mon ordinateur est à chaud. Voilà. On a le end time date only. Donc, ouais, je dois scroller malheureusement. Voilà, on voit là. Oh là là. Désolé. On voit que en utilisant plus cette précision et en limitant cette précision pour ne plus prendre la seconde, on a quasi 11% de la table qui ne sont plus consommées juste pour ce champ-là. Et c'est important, voilà, c'est important de se dire, est-ce qu'on a besoin de toutes ces données-là? Est-ce qu'on peut les supprimer? Bientôt fini. Il est 5. Est-ce qu'on a besoin de ces champs-là? Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce que le data type, est-ce que le type de données est bon? On ne se doute pas, mais qui prennent un max de place. Voilà, c'est fini. J'ai besoin de vos avis pour m'améliorer, mais il n'y a plus rien qui marche. Il y a une question, pourquoi créer plusieurs tables dates au lieu de faire une table date et des alias? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je fais. Là, les tables dates, elles ont été automatiquement créées par le Power BI, mais c'est ce que je fais. Je crée une table date et bien souvent, moi, j'essaie de me contenter de cette table date. Des fois, ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des dates de livraison, il y a des dates de commande, dates de réception. T'as pas vu le son coupé? Ah non, les marches le sont là. Pardon? Non, le son marche. Excusez-moi. Je sais pas, ouais. Mais mon ordinateur, hein, il a chaud. Je ne sais plus mettre le QR code. Peut-être un coupeur de son, mais c'est vrai. Non, ça c'était celui-là. Donc voilà, oui, j'essaie d'avoir une seule table de date, effectivement, pour pouvoir justement pivoter toutes les tables de faits autour de ça. Voilà. Merci. Vous avez des questions, mais je pense que... Ben oui.
tu mets ton... Oui, je crois. Ah, bah, oui. Voilà. Ah. Crachez votre venin. Essayez d'être constructif. Le but, c'est que c'est pour moi, hein, donc logiquement, j'ai fait un form. J'ai juste mis un champ de description. Allez-y gaiement, que je puisse. Allez-y gaiement, mais pas trop objectif non plus. Hein. Non. Voilà. Merci, Arnaud. Oui, très bien. Merci beaucoup.